Bonjour à toutes et à tous, mardi 1er de novembre, nous ne sommes pas encore décembre, novembre, nous sommes en direct avec vous pour commenter l'actualité avec les courageux du jour, ceux qui se sont déplacés sans aucun encombre dans Paris, pour ceux qui ont de l'essence, parce qu'il n'y a toujours pas d'essence dans Paris, dans les Hauts-de-Seine, ainsi que dans la région Rhône-Alpes, j'en profite pour le dire, il y a des situations qui perdurent, mais aujourd'hui ça roule très bien. Ça va mieux, vous trouvez, dans Paris ? J'habite à côté d'une station-service, il n'y a plus la queue, donc j'en déduis que ça se passe mieux quand même. Je peux vous conseiller d'aller d'ici à la porte de Saint-Cloud. Dans les Hauts-de-Seine. Oui, mais là, il n'y en a pas une seule dans Paris. Paris, c'est toujours compliqué. Toujours compliqué. Je vous conseille les transports en commun et j'espère qu'ils seront un peu plus propres. Si, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Apparemment, il y a des problèmes aussi. Pour venir de Boulogne, 26 minutes l'attente du bus la semaine dernière, plus 15 minutes pour un deuxième bus. Est-ce que quelqu'un a prévenu Valérie Pécresse quand même? Pas Valérie Pécresse. Non, c'est Valérie Pécresse. Ils sont à 4. Ils sont à 90. Il a été honnête. Non, c'est ni Hidalgo ni Pécresse. Ils sont à 98% de maximum, sauf qu'il n'y a pas de chauffeur ni de conducteur de métro. Et c'est un énorme problème, et notamment les chauffeurs de bus qui aujourd'hui, parce qu'ils sont tout le temps dans les encombrements, quittent le métier ils vont dans des lignes de province. Et les métros, pareil, on manque de conducteurs de métro. C'est elle qui a baissé le budget l'année dernière quand même. Mais s'il n'y a pas de conducteur, c'est un choix politique. S'il n'y a pas de conducteur, on n'y voit rien. Allez, on est écouté beaucoup dans le sud-ouest où ils n'ont peut-être pas ces problèmes. Ils en ont d'autres. Mais bon, les transports à Paris, c'est un vrai problème. Nicolas Jeantet, bonjour, directeur des centristes, conseiller de Paris, Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, ça fait beaucoup de T et de P. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, vous avez été député PS. Et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique. Bonjour à vous. Bonjour. Également, Sainte-Soline, où est l'état de droit? On va en parler, ça tombe bien que nous ayons un avocat avec nous. On va évoquer cette idée qui commence à faire son chemin de régulariser les travailleurs sans papier, ceux qui travaillent, qui n'ont pas de papier, qui sont souvent dans des professions où on manque cruellement de bras, à savoir les aides à domicile, dans la restauration. Certains ministres y seraient favorables. Et puis si on a le temps, on parlera de cette tribune parue dans le JDD dimanche dernier. Faut-il baisser la vitesse à 110 km à la fois pour des questions écologiques et puis aussi pour des questions de sécurité? On évoquera tous ces sujets avec vous. Jean-Claude, commençons avec un sujet plus joyeux. Oui, en ce 1er novembre, j'avais hésité parce que c'est quand même la fête des morts et bien je me suis dit non. Joyeux. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait commencer par quelque chose. Moi, j'ai un coup de cœur pour la Route du Rhum, 12e édition. C'est une grande fête populaire et c'est aussi rappeler l'histoire maritime française. La France est la deuxième puissance maritime. Alors certes, il y a une histoire coloniale qui est douloureuse, mais qu'il faut qu'on arrive à regarder en face. Et justement, faisons de cette belle course, qui est à la fois une course internationale et une course franco-française, puisqu'elle part de Saint-Malo, elle arrive à Pointe-à-Pitre. Le tenant, le gagnant récupère son équivalent en poids en Rome. Saint-Malo, ville corsaire. Vous voyez, c'est toute la richesse française. Donc c'est cela que je voudrais saluer. J'ai eu la grande chance de naviguer avec Florence Artaud, non pas dans la course, mais de manière incidente. Et c'est vrai qu'on trouve, nous avons de formidables, mais vraiment des gens exceptionnels. Donc j'ai envie de dire bon vent. Dimanche prochain à Saint-Malo, j'y serai. Bon vent à tous ceux qui vont prendre la course et rendez-vous pour le meilleur quelques jours après, une semaine après. Il y a de très très beaux bateaux une semaine après à Pointe-à-Pitre. Voilà. Bon, très très joli coup de cœur pour démarrer. Alexis Bachelet, c'est un coup de gueule. Enfin, disons que c'est une réaction à un événement qui est passé, je trouve, pas complètement inaperçu, mais quand même, pour les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas certain qu'on en ait beaucoup parlé dans les médias, c'est le drame absolu de la Corée du Sud. Qui, à l'occasion des fêtes d'Halloween, donc des grands rassemblements populaires, il y avait énormément de monde dans les rues, mais quand même, quand on a découvert d'abord, il a été question de 50 morts, puis 100 morts, puis 150 morts, plus des blessés, avec des images complètement surréalistes de gens qui étaient allongés dans les rues de Séoul, qu'on essayait de ranimer. J'ai trouvé, il y avait un côté apocalyptique, et c'est vrai que
Bon, malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, les images d'un drame ou d'une actualité se chassent les unes après les autres, et donc on est passé très 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 vite sur un sujet qui pourtant pourrait nous concerner un jour, parce que ces questions de rassemblement, de foule, on y est aussi confronté. Absolument. Et moi, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé en fait, et je vais me renseigner, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient spécialistes de ces questions de foule, de rassemblement de masse, parce que je trouve que ça devrait nous interpeller. C'est parce qu'on aurait pu, enfin moi j'ai des enfants, mes enfants auraient pu y être s'il y avait eu, ça aurait pu se passer dans une grande ville européenne. Ouais. Il y a eu quelques sujets dans les JT, j'en ai vu un en particulier qui expliquait qu'il y avait 200 policiers pour plusieurs centaines de milliers de personnes dans une rue extrêmement étroite. Voilà, c'est ce il y que a eu une dire, défaillance c'est dans le vieux Séoul historique que je connais un peu, et c'est vrai que les rues sont petites, sont étroites. Voilà, donc pour moi, il est évident que ce sont des zones à risque, et en toute franchise, ce sont des manifestations sur lesquelles je ne me risquerai pas, parce que la densité de population est telle, voilà, ou alors il faut avoir une organisation incroyable. Enfin, on peut pas se satisfaire quand même d'avoir une telle tragédie. Il y a sûrement des causes et peut-être des mesures qui auraient dû être prises. Bien au contraire, mais s'agissant d'un pays étranger, il nous est difficile d'aller au-delà. Mais ce que je veux dire, c'est vrai, et qu'en plus, je dis de manière surabondante que ce sont des zones qui sont extrêmement denses, avec une situation géographique très particulière. Et encore plus étonnant, mais ça, je pense que c'est lié à la culture coréenne, et bon, on est dans une autre sphère, dans une autre ère géographique et culturelle. C'est que 2 jours après, le président de la Corée du Sud inaugurait un mémorial en mémoire des victimes. Alors là, c'est pareil. Chez nous, ça aurait provoqué, je pense, des polémiques terribles, y compris au plus haut niveau de l'État. On aurait mis en cause le gouvernement. Comment ça se fait? Enfin, vous imaginez, s'il y avait eu 150 morts à Paris dans le cadre d'une manifestation à la suite de mouvements de foule, et 48 heures après, il y a un moment de recueillement, etc. Bon, c'est quelque chose qui, du point de vue du monde occidental, est difficile à concevoir, mais je pense que c'est lié aussi à une autre culture, une autre manière de voir les choses, quoi. Absolument. Nicolas Jeantet, c'est un... Oui, c'est un coup de gueule politique là, contre les 30 années de gouvernement en France. C'est le nombre, est tombé au 1er octobre, le nombre de prisonniers dans les prisons françaises. Alors il est de 72 350 qui sont incarcérés aujourd'hui en France. C'est plus 4,6% par rapport à 2021. Et c'est le record, le même qu'en mars 2020, avant le Covid. Donc déjà, on ne peut pas dire que la justice est laxiste, puisque finalement, beaucoup de gens vont en prison. Elle va peut-être mal, la justice, elle est lente, mais en tout cas, elle n'est pas forcément toujours laxiste. C'est le premier point. Ou alors il y a plus de criminels. Ou alors il y a plus de criminels. C'est peut-être aussi ça. Mais aussi peut-être, oui. Deuxième point, en revanche, qui est plus inquiétant, c'est le nombre de places qu'il y a. Donc 72 000, je le répète, 350 personnes incarcérées pour 60 709 personnes, places opérationnelles. Et donc ça fait une surpopulation de 119,2%. C'est quand même grave. Et ce chiffre monte, et ça c'est encore plus inquiétant, à 141% dans les maisons d'arrêt. Et les maisons d'arrêt, c'est pas un avocat que je vais le dire, c'est en général les détenus en attente de jugement, donc les présumés innocents, et les courtes peines. Et on revient bien évidemment au problème d'intimité, bien sûr, dans les prisons, mais aussi de relationnel et d'influence de certaines religions dans ces maisons d'arrêt. Et la surpopulation est là-dessus importante. 2500 prisonniers aujourd'hui dorment sur un matelas par terre. On a déjà été dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça continue. Je pense que c'est vraiment le gros échec. Et puis le nombre de places de prison. Enfin, depuis 30 ans, on nous promet des places de prison. Alors là, le plan Hollande va arriver à son terme. Donc on va avoir l'année prochaine, je crois, exactement 2500 places de prison. Et puis il y a le fameux plan, que certains commencent à douter, de Macron en 2017, qui avait promis 15 000 places de prison, qui auront lieu, qui ne verront le jour qu'en 2025. Donc on en est aujourd'hui très très loin. Et d'ailleurs, vous savez... Si seulement Rachida
Dati avait été ministre de la Justice. Ah, mais ça, c'est pas à moi que tu vas. Rachida revient à la maison. Non, mais il y a un Elle en a construit, Rachida Dati, des places Pas de autant que prison. ça. Pas beaucoup, je ne sais pas d'ailleurs, ça effraie Pas Julie. beaucoup. Mais on revient. Il y a quand même un principe. Il y a quand même un principe de 1875 qui est une place de prison, une cellule. Ça n'a jamais finalement été mis en place. Et d'ailleurs, à chaque fois, il y a un amendement. Le ministère de la Justice passe un amendement. Et d'ailleurs, Dupond-Moretti l'a fait il y a quelques semaines, où il repousse effectivement la date. Là, il a repoussé au 31 2027 pour avoir ce. Voilà. Alors, on va revenir sur ce sujet dans un instant avec vous sur Sud Radio. Il est 9h13. Quelques petites publicités et on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Restons sur le sujet de la surpopulation carcérale. Vous vouliez réagir, Jean-Claude Beaujour? Je voulais réagir aux propos de notre copanéliste. Pas que ses propos, mais c'est vrai qu'au-delà, on entend beaucoup dire que la justice serait laxiste. Moi, je voudrais quand même redire que la justice en France n'est pas laxiste. Alors qu'il y a sur certains dossiers, parce que vous avez plus d'1 million de décisions de justice qui sont rendues chaque année. Je pense que c'est important que nos auditeurs l'entendent. Plus d'1 million de décisions de justice sont rendues. Alors après, dans toute communauté, vous avez des erreurs. Vous avez toujours des erreurs. Ça existe du médecin au boulanger, etc. Je suis toujours du côté. Donc là-dessus, il faut bien l'entendre. La deuxième chose, les magistrats, quand je vais dans les salles d'audience, les magistrats ne sont pas à la fête. Beaucoup de dossiers, et effectivement, nous payons le résultat de 30 ans d'inaction là-dessus, et tout parti politique confondu. Et malheureusement, vous ne faites pas un magistrat, vous ne créez pas un magistrat en l'espace. Il ne suffit pas de dire on en recrute. Il vous faut 5-6 ans pour créer un magistrat. C'est comme pour les médecins, comme pour les médecins. Toute profession. Donc c'est vrai que quelles que soient les décisions qui sont prises, il n'y a aucun parti qui pourrait arriver aux responsabilités et qui pourrait dire qu'en l'espace de 3 mois ou de 6 mois, que les problèmes seraient réglés. Première chose. Comme dans l'hôpital. Comme à l'hôpital. Deuxième élément. On dit depuis très longtemps pas assez de places de prison. Tout d'abord, il faut lutter en amont. Éventuellement des peines alternatives, éventuellement lutter sur les raisons qui font que les gens en arrivent à cette très, très grande forme de délinquance. Tout sujet confondu. Et puis une chose, il faut savoir que lorsque vous voulez faire une prison, tout le monde demande plus de prison, mais jamais à côté de chez eux. Donc ce sont tous ces sujets, et il faut que nous sachions regarder en face, ce sont tous ces sujets pour lesquels nous payons l'addition collectivement, nous payons l'addition parce que notre médecine psychiatrique est insuffisante. Et l'autre jour, je disais sur un plateau de télévision, peut-être quand vous avez ce fou, je sais qu'on en parlera, parce que pour moi c'est de la folie au sens large, hein. C'est pas médicalement, mais ce type qui va tuer cette jeune femme, qui la viole et puis qui l'enterre, etc. C'est pas juste un coup de sang. Peut-être que ce sont des gens qui sont à un moment donné, que c'est quelqu'un qui est un peu dérangé, l'entourage a peut-être vu quelque chose, sauf que ces maladies, ou en tout cas l'instabilité... On peut pas les soigner, il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de suivi. Même si les gens ne sont pas psychiatriquement malades, nous ne sommes pas, notre médecine, d'après ce que me disent certains psychiatre a pris médecine psychiatrique a pris un siècle de retard. Un siècle de retard. Donc on n'est pas habitué à éventuellement déceler un ami, un cousin, parce que ça peut arriver à tout le monde, un cousin qui serait dans un état mental pas complètement, on ne peut pas décider. Donc tout cela on n'en est même plus là. Un médecin urgentiste me racontait il y a au moins 10 ans de ça qu'il lui arrivait de ramasser des déments, des SDF déments, et qu'on lui disait on ne peut pas le prendre, remettez-le dans la rue. Remettez-le dans la rue. C'était il y a plus de 10 ans. Alors c'est pas tous les jours, mais quand une personne comme ça passe à l'acte, un SDF sur 3 a des troubles psychiatriques et il n'est pas soigné. C'est un fait, à Paris en tout cas. Non mais ne parlons pas de cela. Je n'étais pas sûre de vous citer Mathieu Vallet, donc qui est commissaire de police, qui représente un syndicat, qui a tweeté hier cela. Arrivé depuis 5 jours en France, un Libyen étrangle et frappe une femme de 68 ans lors d'un cambriolage. La police arrive, là encore, il frappe le policier violemment. Ce voyou venait de faire un cambriolage juste avant. Bilan, 1 an de prison avec sursis et remis en liberté. Ça s'est passé à Sainte-Geneviève-des-Bois le 22 octobre dernier. Le tribunal n'a pas retenu les violences sur le policier malgré 5 jours d'ITT et le témoignage d'un autre collègue. Le prévenu n'avait pas de casier judiciaire. Mais c'est vrai qu'avec une telle réponse, écrit-il, comment s'étonner des récidives? Alors, on ne connaît pas le dossier, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que c'est compliqué de mettre des dossiers comme ça sur Twitter avec 140 caractères, c'est très délicat. Vous avez la situation, un Libyen là depuis 5 jours qui cambriole et qui étrangle une femme et qui prend. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on donne de la prison avec sursis à quelqu'un qui n'a pas de papier?
On peut, mais ça veut dire pas qu'il n'a pas les papiers. Supprimer le mot sursis, la prison avec sursis, ça ne devrait pas exister. Pardonnez-moi, juste pour préciser, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la peine, il n'y a pas de peine de prison spécifique pour des gens qui seraient en situation légale ou pas légale. On les renvoie. Non, mais ce sont deux, pardonnez-moi, juste pour nos nos auditeurs, ce sont deux sujets différents. Le sujet de la régularité ou la légalité de la présence d'une personne en France est distinct de l'acte qu'elle peut commettre, qu'il ou elle peut commettre. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, sur le vrai sujet ici étant, est-ce que cette personne n'était pas récidiviste, effectivement pas connue. Après, c'est aussi au tribunal qui apprécie. C'est vrai que ça peut paraître choquant. Alors, il était libyen, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas le fait qu'il soit libyen qui est choquant. C'est qu'il soit en situation irrégulière. Voilà, un étranger en situation irrégulière. Mais là encore, je dis pour les questions de migratoire, le sujet doit être géré avec beaucoup d'honnêteté. Or, il ne l'est pas toujours. La question, elle est simple. Est-ce que le peu de place de prison entraîne les magistrats à ne pas rendre la prison ferme immédiatement avec dépôt? Voilà. Et c'est là qu'on revient. C'est là finalement le scandale politique aussi de ce manque de places de prison. Il y a deux aspects qu'on oublie là-dessus. C'est tout d'abord, sur les places de prison existantes, c'est la qualité des places de prison existantes, puisqu'on a aussi énormément de places qu'on doit renouveler, parce qu'on se fait très souvent pointer du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme. Et second, il y a beaucoup de condamnations de prison pour des délits qui sont des délits routiers ou autres. Donc là aussi, je pense qu'il y a un travail, je pense, à avoir de pédagogie et d'explication de certaines peines sur certains délits routiers, par exemple. Alors, pour la bonne compréhension, parce que nos auditeurs vont dire Cour européenne des droits de l'homme. Moi, je rappelle simplement que si la Cour européenne des droits de l'homme et un certain nombre d'associations en faveur des droits de l'homme nous alertent, c'est parce que si nous voulons que la peine de prison soit réparatrice, soit c'est un peu pour faire rentrer dans l'ordre celui qui reçoit une peine de prison et n'en fasse pas un démon, nous sommes un État correct. On ne peut pas laisser vivre les gens dans un état d'une situation de saleté, dans des états dégradants. C'est important parce que c'est ce contre quoi nous luttons. Pour ne pas dire que c'est juste la Cour européenne parce que j'entends beaucoup, parfois on se focalise plus sur la Cour européenne que sur les... Mais on parlait de peine de substitution, il y a quand même aujourd'hui juste un chiffre. Il y a quand même 14 000 condamnés avec des bracelets électroniques en France. Donc les peines pour ne pas aller en prison, elles existent quand même. Et juste un chiffre qui m'a marqué, je terminerai là-dessus. Il y a 3,4% de femmes en prison et ce chiffre, bien évidemment, est en chute. C'est intéressant. Alexis, un mot pour conclure ce sujet. Oui, non, enfin d'abord pour dire que contrairement à d'autres pays, les peines alternatives, ce qu'on appelle les condamnations au milieu ouvert, sont beaucoup moindres qu'en Allemagne ou dans les pays scandinaves en particulier, où il y a une autre approche de la sanction et de l'incarcération, qui n'est pas effectivement considérée comme l'alpha et l'oméga d'une politique pénale. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on croit en France, on est plus souvent tenté de mettre les gens en prison que de proposer d'autres peines, d'où la question de la surpopulation. Et puis, j'aimerais aussi aller quand même dans ce que moi j'ai vécu, puisque quand j'étais député, j'ai visité une prison. Et je pense que si on avait plus souvent dans les médias des reportages sur la réalité du milieu carcéral, je pense qu'on aurait quand même une autre vision de l'enfermement. Parce que les gens viennent sur les plateaux, on entend souvent oui, allez, on va les envoyer, mais bon, ils ont la télé, ils ont le téléphone, ils font ce qu'ils veulent, etc. Moi, je connais pas beaucoup de Français qui tiendraient 3 jours en prison dans les prisons que moi j'ai visitées. Il y a des prisons plus modernes, sans doute. Mais c'est pas la majorité de l'espèce, comme dirait l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de prisons qui sont vétustes et dans des conditions qui sont, disons-le, quasiment inhumaines et qui abaissent et qui rendent sans doute aussi difficile la réinsertion parce que on met pas les gens dans des conditions pour effectivement que la prison serve ce qu'elle devrait être à préparer aussi la sortie, quoi. 9h25 sur Sud Radio, 1er novembre, avec vous en direct, et on se retrouve dans un tout petit instant après la pause pub. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble en direct avec vous sur Sud Radio, il est 9h28 très exactement. Alors avant de vous donner la parole, Ergun Toparslan, ce clash ce matin, comme on dit sur Twitter, vous savez que
Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards et il a annoncé hier tout son conseil d'administration. Il a viré. Et alors ça nous concerne un peu moins. C'est quand même. Oui, non, mais c'est étonnant pour devenir le seul patron. Il y a beaucoup de choses à dire sur Elon Musk, mais là il a décidé, il envisage de faire payer, vous savez, la certification, ces petites pastilles bleues, enfin cette pastille bleue, 20 €. Et alors 20 € par mois. Par mois. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu. Non, par mois. Et donc Stephen King, l'immense écrivain, lui a dit $20 a month to keep my blue check, c'est-à-dire 20 $ par mois pour garder ma pastille bleue. Fuck that, allez vous faire foutre. On devrait me payer plus tôt. Si c'est ça, eh bien je m'en vais. Et Elon Musk lui a répondu, figurez-vous, il lui dit we need to pay the bills somehow, c'est-à-dire le loyer. On est obligé de payer les factures. Il va falloir qu'on paye les factures. Twitter ne peut pas seulement s'appuyer sur les annonceurs et les publicités. Et il termine en disant how about $8, c'est-à-dire et $8, ça vous irait? C'est-à-dire qu'il y a une négociation entre Elon Musk et Stephen King sur Twitter en direct. C'est grossier. Et donc le type, il a quand même racheté 44 milliards une société pour négocier effectivement le prix de l'abonnement. Vous avez la pastille bleue, vous, Valérie? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Moi, je l'ai, mais je suis pas sûr de payer un abonnement. C'est peut-être pas rétroactif. Si. Ah oui, moi je l'aurais plus. Non, moi j'avoue que je ne sais même pas combien j'ai d'abonnés. C'est ridicule d'ailleurs, parce qu'il y a combien? Il y a 100 millions de... c'est pas mal. Les gens vont pas payer pour garder ça, pour garder la certification. Mais j'imagine très bien que dans la tête d'Elon Musk, premièrement, il est particulier quand même, Elon Musk, mais 44 milliards, il n'a pas mis 44 milliards sur la table en se disant je vais pas la liberté d'expression, c'est pas que ça, alors. Oui, c'est ça. Je vais ne pas faire une marge. Le type est étrange quand même. On verra la suite, mais en tout cas, cet échange finalement, sur la liberté d'expression a un prix pour M. Musk. Absolument, finalement, oui, absolument. Alors, Ergun Toparslan, vous vouliez revenir, vous, sur les différentes actions des militants écologistes, en particulier les blocages des routes. Oui, une autre forme de liberté, pour certains de liberté d'expression, mais on a de plus en plus de phénomènes d'action pour justement partager une crainte, une révolte climatique de certains groupes. Et ces derniers temps, il y a beaucoup d'actions qui se faisaient, surtout en région parisienne, de blocage des routes, du périph' et des autoroutes, qui provoquaient énormément de tension et de colère. On voyait beaucoup de conducteurs qui descendaient de leur véhicule pour venir sortir eux-mêmes les personnes qui s'assiedent, et nos forces de l'ordre pareil, c'est-à-dire que on était dans des mises en scène assez grotesques avec des personnes que les policiers levaient, mettaient sur le côté, mais qui revenaient par eux-mêmes. On est là clairement arrivé à un stade où notre société va, je pense, atteindre une certaine perte de patience, et on craint le pire pour la suite. Donc la question qui s'ouvre tout de suite, et c'est le coup de gueule, c'est pourquoi autant de mise en scène pour des sujets, alors qu'on a d'espace d'expression, de manifestation démocratique, y compris politique, dans notre démocratie, qui nous permet de porter certains combats. Pourquoi se retrouver et se retrancher dans de telles actions? Pourquoi prendre les gens en otage et à la limite ne pas manifester devant le ministère ou devant les acteurs directs de ces... Écoutez, hier c'était au Pont de Sèvres à Paris. Écoutez les échanges, parce que les automobilistes deviennent extrêmement agressifs. Il y a des enfants qui sortent de crèche. Oui, je sais. S'il vous plaît. Je comprends. S'il vous plaît, avant que les gens pètent un plomb, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va mal tourner. Honnêtement, ça va mal tourner. Moi, vous croyez que ça m'amuse à 65 ans d'être ici? Mais restez chez vous alors, madame. Mais non, parce que... Restez chez vous. Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose? Ça va rien changer ce que vous faites. Voilà. Ça va rien changer ce que vous faites, c'est très important, je pense, de le dire. En même temps, deux d'entre eux étaient invités hier chez Cyril Hanouna, donc heure de grande audience, et leur argument était de dire vous nous auriez pas invités si on n'avait pas fait ça. Après, moi je suis très circonspect sur le fait que le message passe, le message qu'ils souhaitent faire passer passe, parce que ce qu'on retient, c'est... On en parle énormément, je suis désolé, tout le monde a pris conscience de l'urgence climatique et de la crise climatique. Maintenant, s'ils ont des propositions alternatives, on a plein de schémas, notamment politiques. Chez nous, il y a des élections où des personnes votent pour des représentants, et donc aujourd'hui, c'est, je pense, une défiance aussi par rapport à notre démocratie qui va en découler. C'est très compliqué. Quelle est l'issue de ces mouvements-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir? Parce que ça va aussi, on sent qu'il y a un mouvement assez profond, on l'a évoqué avec ceux qui vont dans les musées, se coller la tête, jeter de la soupe, ce genre
genre de manifestation. C'est pas du tout théorisé en plus. En toute franchise. Vous savez, moi je suis pour la liberté d'expression, le droit de manifester, pour le combat politique. Nous sommes tous engagés politiquement autour de cette table. Pour autant, on peut se poser la question non seulement de l'efficacité, mais du message que l'on envoie lorsqu'on accomplit un certain nombre d'actes. Moi, je suis désolé, tout n'est pas justifié. Balancer de la soupe, donc abîmer sciemment une œuvre d'art, un tableau. En l'occurrence, non, puisqu'elles sont toutes vitrées, mais bon, c'était plus une opération de com. Oui, non, mais attendez, alors c'est là où je pense que vous vous trompez. Je vais vous dire pourquoi. Ceux qui le font, je vais vous dire, faites attention à cela, parce que ceux qui le font ont souvent une maîtrise en se disant voici le regard secondaire qu'il faut y voir. Simplement, dans la mesure où ce sont des actes symboliques, en fait, ça incite un certain nombre de gens à passer à l'acte. Moi, je suis désolé. Lorsque j'entends Madame Rousseau dire qu'il faut une écologie de combat, peut-être que dans sa tête, qu'il faut un combat politique. Peut-être. Peut-être que dans sa tête, c'est le combat politique. Mais monsieur tout le monde qui entend cela, lui, il entend combat et ça incite à passer à l'acte. Et je suis désolé. Ce qui fait qu'à l'égard, nous avons finalement un retour de bâton. Ce qui fait que nous avons un certain nombre de manifestations aujourd'hui, c'est parce que certains considèrent qu'il faut passer à l'acte. Et passer à l'acte, c'est avoir un acte de violence à l'égard d'un tel, c'est avoir un acte de dégradation à l'égard de tel et tel. Donc pour vous, c'était peut-être un tableau avec simplement en vous disant « Oh, il n'y a pas de dégradation puisque le tableau n'est pas touché ». Ben, je vais vous dire, pour certains, demain, ça sera « Je m'attaque à votre voiture et vous savez à quoi je vais faire allusion ». C'est déjà le cas. Non, mais quand je dis « Je m'attaque à votre voiture », en dégonflant les pneus sur certaines SUV, alors aujourd'hui, ça peut être dégonflé et le jour où il y aura un accident mortel, on se dira « Mais comment se fait ?» Mais on est d'accord là-dessus. C'est ce qui va se passer. C'est le jour où il y aura un accident mortel, on dira « Comment se fait ?» Et tout le monde dira « Ah ben la violence augmente ». Ben non, les propos d'un homme ou une femme politique, les propos ont une incidence, y compris au second degré vis-à-vis de certains. Premier concerné. Non, moi je pense que tout le monde devrait être concerné puisque le sujet. Non, mais dans le politique. Je parle en tant que parti politique. Non, mais comme dans tout mouvement politique, d'abord, je suis pas certain que les gens qui commettent des actes soient défendent ta cause, des militants politiques encartés, parce que les militants politiques encartés sont justement des gens qui privilégient le dialogue, qui croient dans l'état de droit et qui participent au fonctionnement des... Est-ce que les Black Blocs peuvent être considérés... Ça c'est l'ultra-gauche. Vous parlez de Sandrine Rousseau. Vous n'avez rien à voir avec les Black Blocs, je n'ai pas dit. Est-ce qu'on peut résumer... Est-ce que là, on voit bien, on est un peu enfermé dans une sorte de piège où plus Sandrine Rousseau fait des déclarations fracassantes, plus on parle d'elle, plus on l'invite dans les médias, et plus on fait comme si elle représentait le mouvement écologiste, alors qu'en fait, elle en est... elle est une goutte d'eau. Elle représente peu de gens en réalité. Ce que je dis simplement, et d'ailleurs, c'est tellement vrai que suite aux incidents de ce week-end, il y a eu un communiqué d'Europe Écologie qui disait nous on prône la non-violence dans l'action. Et donc il y a eu une prise de distance par rapport à certains propos ou à certaines pratiques. Non, il n'y a pas une scission. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont, c'est par la radicalité, la radicalité du propos et parfois des actes qu'on va se faire mieux entendre. Mais ces députés NUPES qui sont allés à Sainte-Soline face aux policiers et que c'était une manifestation interdite, est-ce que vous pensez que ils ont le droit de se rendre sur place pour regarder comment ça se passe? Non, ils ont le droit de regarder. On envoie bien des observateurs à l'étranger pour surveiller des manifestations. Elle n'était pas derrière les policiers, elle était devant les policiers comme des manifestants. Et là, elle n'avait pas le droit. Alexis, moi je pense que vous détournez le débat parce que j'ai bien dit, indépendamment de que qui détourne le débat d'ailleurs en vrai. Quand je dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui cherchent à faire le procès du mouvement écologiste à travers ça? Bien sûr que si. On est très écologistes. On est dans un débat aussi politique. Nous avons déjà débattu à plusieurs reprises. De ma part, vous n'aurez jamais ça. C'est pas le débat contre un mouvement politique, c'est de dire, et c'est ce que je viens de dire,
dire. C'est de la responsabilité de tout politique, quelques mouvements. Et c'est le plus récent, mais je pourrais dire la même chose d'autres mouvements ou d'autres responsables politiques. Quand on parle en termes d'ennemis, et au fond, si on va un peu plus loin, parce que ce sujet, il va au-delà de la France. Moi, j'ai regardé comment se sont déroulées les élections au Brésil. Je vois ce qui se dit aux États-Unis. En réalité, on arrive à une radicalisation, à une polarisation de nos sociétés, parce que on voit l'autre, celui qui est un concurrent politique, comme un ennemi. C'est pas la même chose. Et c'est ce travers-là que je dénonce, parce que c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que, pour moi, d'ailleurs, le mot écoterrorisme, avec toute sa force, était très bien employé par Gérald Darmanin. Je suis désolé, beaucoup sont contre, mais quand on regarde la définition du Larousse ou du Petit Robert, c'est utiliser la violence pour faire passer des idées. La violence était présente là-bas, et donc la question ne se pose même pas. D'ailleurs, je le disais dans un des tweets, c'est des mouvements très anciens, ce mot écoterrorisme. Il vient des États-Unis, il vient de l'Angleterre. Je pense que c'est ça le vrai souci. C'est que là, on va faire le procès politique de l'écologie politique, parce que pour le coup, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps des grands penseurs du côté écologique qui ont fait le lien et qui pensaient que l'issue passait par un rapprochement avec l'anarchisme politique et le marxisme. Donc c'est Bookchin qui ont théorisé la chose pendant de nombreuses années. Et il y a une issue, il y a des personnes qui sont ressorties de là avec une tendance qui était proche des actions de forces armées, par exemple. Tout à fait. À la majorité. Sauf que la réalité, c'est comme du côté de la gauche française, l'écologie n'a pas fait son travail ni son procès par rapport à ça, et qu'ils sont tous rassemblés sous un même bateau. On ne sait pas faire le distinguo, et on voit qu'à chaque action, tout le monde est gêné. Le comportement qu'ont eu ces gens vis-à-vis de Yannick Jadot, qui a porté pendant très longtemps un combat écologique, qui mérite, je pense, à minima un certain respect, et complètement révélateur de cette situation-là. C'est modéré trop, il est trop tiède. Voilà, c'est trop tiède. C'est juste hallucinant. Donc derrière, après, sur cette notion d'éco-terrorisme, moi je pense qu'en réalité, le terrorisme, il n'est pas défini, y compris pénalement. C'est des actes terroristes qui sont définis, le terrorisme n'est pas défini. Donc cette expression-là, elle est justifiée pour certains, mais je pense aussi que d'autres personnes qui la contredisent, leur contradiction est justifiée également. C'est intéressant parce que les insultes contre Yannick Jadot sont la démonstration qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour imposer leurs idées, y compris à aller à insulter ou à menacer les gens qui sont plutôt idéologiquement dont ils sont les plus proches. Mais ils en sont en réalité pas si proches que ça, puisqu'il y a des minorités ultra radicalisées, quelles que soient d'ailleurs les formations politiques. Ils sont même pas d'ailleurs dans les formations politiques, ces gens-là. Les Black Blocs, est-ce qu'ils défendent l'écologie? Non, ils sont dans l'anarchie. Par contre, je vois bien, et je vois bien la manœuvre, si je puis dire. D'ailleurs, c'est pas Sandrine Rousseau qui a été désignée par les électeurs d'écologistes pour présenter. Bah oui, non mais il faut quand même le rappeler. Alors parce qu'effectivement, quand on va aller vers des termes, vous savez, éco-terrorisme, ça remplace islamo-gauchisme. Parce que là, bon, en ce moment, c'est moins, on en parle moins, ça va revenir. Hein. Donc, on essaye de créer comme ça des mots pour stigmatiser des courants de pensée, alors qu'en fait, ces courants de pensée sont essentiellement non violents et démocratiques. En tout cas, c'est le cas de tous les gens que moi je connais à ELV. Et on essaye de leur attribuer des actes d'une minorité. Parce que c'est pas la même chose d'aller à Sainte-Soline avec son écharpe pour assister à un rassemblement, d'aller saccager, ce qui n'est pas le mot d'ordre des gens qui étaient là-bas. Il y a un souci là. On mélange tout là. On continue. On mélange tout. Vous avez regardé les images. Elle avançait vers les policiers et elle est arrivée avec un fusil. Elle arrivait. Encore heureux. Non mais l'éco-terroriste, il faut savoir de quoi on parle. Moi j'ai une question. Est-ce que quand on est député, on a le droit de tout faire? C'est-à-dire de dire je suis député, d'arriver les bras levés. Oui, on a le droit de tout faire. C'est écrit dans la loi. Mais si le député a le droit de se déplacer. Quand une manifestation est interdite, elle est interdite pour tout le monde. Je peux dire une chose, personne n'est au-dessus de la loi. Exactement, et un politique ne l'est pas non plus. On y revient dans un instant. Pas même le président de la République. Vous savez, pas même le président de la République. C'est 9h42, la pub sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Ah, on a la pêche, le 1er novembre. Aujourd'hui, dites donc, ça débat. C'est du délire. C'est du délire. Il est fâché, Alexis. Non, mais le terroriste, c'est du délire. Tu passes à nous, dis-le à tes copains. C'est comme islamo-gauchisme. Non, mais vous n'avez pas islamo-gauchisme. Vous n'avez pas assez bossé là-dessus. C'est quoi l'idéologie qui distingue la lutte armée pour le combat écologique? Est-ce que vous voulez la définition du terrorisme? Non, moi je l'ai. En
Ensemble d'actes de violence, attentats, prise d'otages, etc. commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire à une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un Tout simplement, voilà. Et le revers, c'est emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Dans tout mouvement terroriste, il y a un soubassement idéologique. Moi, j'aimerais qu'on m'explique le penseur de l'écoterrorisme. Moi, je te dis, Bookchin. Quels sont les écrits? Bookchin, il a écrit là-dessus. Maurice Bookchin, il a écrit là-dessus. Mais arrête voir. Même Sandrine Rousseau, elle n'en a jamais entendu parler. Le communalisme, le libertaire écologique, c'est Bookchin. La question, elle est quand même de voir ce qui s'est passé à Sainte-Soline hier. Je préfère René Dumont. De voir ce qui s'est passé. Les faits sont là, quand même. On a vu des images hier à la télévision, d'ailleurs, de la gendarmerie, où on voyait les cars de gendarmerie arriver et des hordes de manifestants armés de barres de fer et de balles de pétanque en train de forcer et de jeter ces balles sur ces boules de pétanque sur les cars de... C'est quoi? C'est pas d'avion? Non, il n'y avait pas que les black box. Bien sûr que si. Voilà. Contrôlez vos manifestants, alors. C'est rien passé. Contrôlez vos manifestants. On n'a jamais vu une manifestation de centristes, ça c'est sûr. Oh, c'est facile. Stop. C'est facile. On n'entend rien. Question tout de même sur les images qu'on a vues à Sainte-Soline. Comment l'État laisse s'installer un bazar, pour employer un mot correct, comme celui-là? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont quand même dépassés par un petit nombre, ils n'étaient pas très nombreux finalement à Sainte-Soline, et ces images, parce qu'il y a eu quand même de la violence, vous allez me dire que les policiers... 63 policiers blessés, on a vu des tirs de mortiers d'artifice, des gens qui ont jeté des boules de pétanque et autres. Comment on en arrive là? Est-ce qu'il y a un état de droit aujourd'hui en France? Comment on laisse s'installer une situation comme celle-là? Non, mais que la manifestation, et ça je suis d'accord, a été infiltrée à nouveau par les black box, comme ça se passe à Paris régulièrement, c'est un fait. Mais c'est aussi aux organisateurs de contrôler, surtout en race campagne, c'est pas compliqué non plus, mais ça c'est aussi la faute des renseignements généraux. On aurait pu anticiper l'arrivée de black box quand même sur ces terrains-là. Alors d'après moi j'ai entendu un certain nombre d'experts en matière de sécurité, d'anciens policiers qui ont indiqué que il y a des instructions qui sont données très clairement. Donc est-ce que les instructions en ce sens ont été données dans un sens ou dans un autre, ont été données par le ministre de l'Intérieur, par le préfet, etc. Ça c'est une question. Maintenant ils expliquaient que toute la difficulté dans ce type d'opération, c'est que vous avez une opération à ciel ouvert, donc il est plus difficile de contrôler véritablement l'ensemble. Il y a beaucoup plus d'accès à ce genre de site. Oui. Et donc effectivement c'est plus compliqué que, en tout état de cause. Là encore, je mets beaucoup de conditionnels. Il semblerait que l'indication, c'était de faire en sorte que les gens partent et non pas de réagir, j'ai envie de dire, plus brutalement. C'était de la dispersion. C'est ça l'expression employée. C'était de la dispersion. Non, et n'oublions pas qu'il y avait beaucoup de fichiers S. Là aussi, comment ne pas interdire sur des barrages l'accès à ces manifestations des personnes fichées S? Pourquoi on n'a pas fait des contrôles sur les routes départementales pour éviter l'arrivée de black box? C'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Dans la mesure où c'est une manifestation interdite, oui, c'est vrai qu'elle est interdite. L'objectif n'est pas de contrôler ce qui vient. Non, mais la réalité, c'est qu'on a un sujet beaucoup plus profond. C'est que là, on a des associations, des élus qui sont mis d'accord pour répondre à une contrainte, à une difficulté climatique sur un projet. Et au final, on a des personnes qui, malgré ce travail, ce consensus, veulent rester dans le statu quo, dans la crise climatique qui pointe du doigt d'ailleurs, et qui veulent pas trouver d'issue. Et donc aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, au final, c'est quoi leur volonté? C'est qu'il n'y a pas de résolution des problèmes. C'est qu'on reste dans cette situation. Ils veulent pas de bassines, ok, ça a été débattu, voté. En réalité, je pense que le souci, c'est qu'ils remettent en cause aussi notre démocratie. Oui, parce que là, il y a eu des recours et des recours. C'est passé même devant le tribunal administratif, et le tribunal a accepté effectivement ces bassines. Ils ont réduit, je crois, le nombre de 25 à 19. Mais ça va jamais, en fait. C'est la loi a validé ces bassines. En étant dans un état de droit, il n'y a pas de manifestation. Voilà, c'est ce qui aurait dû se passer. Ceci dit, il y a quand même un précédent qui est Notre-Dame-des-Landes. Si je vous écoutais, Notre-Dame-des-Landes aurait dû se faire depuis belle lurette, puisque ça avait été validé, revalidé. Il y a même eu un référendum. Le référendum avait dit qu'il fallait le faire, etc. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le projet a été arrêté. Parce qu'à un moment donné, effectivement, les conditions étaient pas bonnes. Donc le problème... Ça me pose un problème. Ça pose un problème, parce qu'effectivement, il y a ceux qui disent, nous, on est les tenants on a la majorité, donc on prend les décisions, et une fois que les décisions sont prises, elles sont plus contestables.
Sauf qu'on est en démocratie et que les gens ils ont le droit de contester. Non, maintenant, je suis pas d'accord. Et que sur certains sujets, et en particulier la démocratie, je suis pas d'accord. Vous aurez remarqué. Si on commence tous à remettre en cause les décisions de justice, on s'en sort pas. Non, mais laissez-le terminer parce que c'est grave. C'est suffisamment grave. Ah non, c'est pas possible. Non, mais c'est suffisamment grave. Notre-Dame-des-Landes, c'est grave. C'est suffisant. Je vais vous dire. Il fallait faire une décision de justice, on la respecte, sinon on n'est pas dans un état de droit. C'est souvent les crispations, elles ont lieu toujours autour des sujets liés à l'environnement, au respect de l'environnement. Mais oui, l'autorité de l'État. Attendez, laissez-le terminer parce que c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Alexis. Termine et puis on va te répondre. L'État, c'est nous. C'est les citoyens, c'est pas seulement le gouvernement, c'est pas seulement les institutions. Donc là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, une fois qu'il y a une décision qui a été prise, on n'a plus le droit de la contester. Enfin, on n'aurait jamais aboli la peine de mort. À un moment donné, la peine de mort. C'est pas parce que c'est la loi qu'on n'a pas le droit de le contester. Mais la peine de mort, elle a été votée par l'Assemblée nationale. Donc on n'a pas contesté après. Mais pendant des années, la peine de mort existait. Il y a des gens qui la combattaient, même ils ont fait de la désobéissance civique. Est-ce que les gens comme Robert Badinter, ils allaient dire cette loi est mauvaise, il faut la changer. Donc à un moment donné, on a le droit de dire une loi est mauvaise, une décision est mauvaise. Il faut la changer. On a le droit. Donc on est en démocratie. À un moment, on le fait de manière non violente. Alexis, est-ce que je peux vous répondre? Alexis, est-ce que je peux vous répondre parce que c'est suffisamment grave ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire, en fait, en tant qu'ancien, en tant que parlementaire, en tant qu'ancien parlementaire, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un ordre institutionnel qu'il faut défaire. Non, attendez, est-ce que je peux terminer? Ne déformez pas mes propos. Attendez, je vais. L'ordre institutionnel, c'est pas une décision de la loi, ça n'a rien à voir. Laissez-le terminer. Confondez la forme et les. Je vous ai laissé parler, vous ne me laissez pas parler. Vous êtes en train de n'importe quoi, je suis pas d'accord. Non, mais vous aussi, vous pouvez dire n'importe quoi. Je ne veux pas déformer mes propos. J'ai pas dit qu'il fallait mettre à bas l'ordre institutionnel. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais si, je vais vous répondre ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'il y a une décision politique qui a été prise. Qu'on ne soit pas d'accord avec cette décision politique, il y a des recours qui sont prévus. Voilà. Les recours ont été exercés. Des décisions de justice ont été rendues. Et vous dites, eh bien, on a le droit quand même de contester les décisions de justice. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle. Donc c'est du terrorisme. Mais bien sûr, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Non, c'est pas la démocratie. Je vais terminer. Vous dites non seulement qu'on a, mais non, c'est pas ridicule. Non, c'est très important. Et c'est un mauvais message que tu fais passer, notamment aux jeunes générations. Mais je comprends pas jusqu'où on va dans votre démarche, parce que je comprends pas non plus. Je comprends pas votre démarche. Vous dites on n'est pas d'accord avec une décision, donc on a le droit de la contester. Mais on a le droit de manifester contre une décision qu'on estime être injuste ou mauvaise. Et alors c'est quoi le problème? C'est pas de la manifestation, c'est bloquer cette mise en œuvre. C'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est que vous dites qu'il y aurait, vous avez dit, il n'y aurait pas eu la ZAD, il n'y aurait pas eu la. Il n'y aurait pas eu la ZAD, il n'y aurait pas eu le refus de faire Notre-Dame-des-Landes. Mais je vais vous dire, c'est pas le projet, ce projet-là qui me gêne. C'est le raisonnement. Moi, je suis désolé. Vous ne pouvez pas d'un côté dire qu'il faut que l'état de droit s'exerce en matière pénale quand quelqu'un est sanctionné, quand quelqu'un est renvoyé, et de l'autre côté dire finalement on peut continuer jusqu'à sans limite, c'est pas grave. Quelqu'un qui est condamné par la justice, il va dire non, je la conteste et indépendamment du projet, moi si demain on me dit que je sois d'accord ou pas, si demain la justice dit c'est comme ça que les choses vont se faire, eh bien je vais respecter cette décision. Vous avez oublié Émile Zola, vous. Non mais surtout c'est le même. Mais vous pensez que je suis demeuré? Ah non, j'ai jamais lu Zola. Il avait une décision justice contre Dreyfus. Oui ou non? Alexis, tu vas pas dire ça. Les jeunes en banlieue qui sont condamnés là en ce moment, tu vas leur dire mais respectez pas la condamnation. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça n'a rien à voir. On parle de condamnation individuelle, on parle pas d'une décision politique. Stop, Ergun. Vous confondez tout là. Je pense que c'est révélateur du grand problème qu'on va avoir dans les prochaines années, c'est qu'on a une remise en cause systématique de l'autorité de l'État, une défiance de notre démocratie. Mais ça, en réalité, ce mécanisme de réflexion, c'est le même mécanisme de réflexion qui a poussé les soutiens de Trump à aller au Capitole, qui pousse à Bolsonaro à ne rien dire, à faire un doute sur l'élection de Lula, et systématiquement à remettre en cause un ordre et un système qui est en place. Donc la réalité, c'est qu'on a la chance d'avoir un système dans notre pays qui nous permet d'avoir des contradicteurs, de la politique, de pouvoir faire des recours, de manifester si on n'est pas d'accord, mais sans bloquer la mise en œuvre des projets. Mais si notre référence, notre modèle, c'est Notre-Dame-des-Landes, avec une mise en place systématique d'un rapport de force, et comme le disait Jean-Luc Mélenchon, une volonté de tout conflictualiser, très honnêtement, on attend des mauvais jours. Là, je te rappelle qu'il y a eu destruction
notamment des tuyaux qui amenaient l'eau, etc. Il y a eu destruction après une décision de justice. Personne n'a cautionné ça. Non, moi je parle des gens qui ont le droit de manifester pacifiquement. Je l'ai dit plusieurs fois, sans violence. Donc exercer des destructions, c'est des violences, c'est condamnable, il faut le condamner. C'est avec violence là-bas. C'est fini. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média avec deux géants de la télévision, Michel Drucker et Patrick Sabatier, les meilleurs moments de ces interviews à suivre. Et puis Jean-Jacques Bourdin sera avec vous. Ah oui, et puis Jean-Jacques Bourdin sera avec vous pour d'autres débats très animés, j'en suis certaine, à 10h30. À demain.